Monsieur Alain Soral, vous êtes président du site Information Indépendant, Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment pour avoir accepté de m'accorder cet entretien. Monsieur Soral, il y a eu ce référendum au Kurdistan irakien, en dépit en fait des oppositions sur le plan national, également à l'étranger. Ce référendum a eu lieu. Comme première question, quel regard portez-vous sur ce référendum? Pourquoi la tenue d'un tel référendum dans un tel contexte régional, s'il vous plaît? Déjà, on constate que depuis que, on va dire que M. Poutine a réglé la question de Daesh, c'est-à-dire que Daesh n'est plus le moyen de mettre cette région du monde à feu et à sang, puisqu'il semblerait que la parenthèse Daesh soit terminée, puisque Trump est intervenu suffisamment efficacement et que sans doute aussi, non, je parle de Poutine, que Poutine est intervenu suffisamment efficacement et que sans doute Trump en douce l'a laissé relativement agir. On remarque que la question de l'État indépendant du Kurdistan reproduit un peu le même chaos dans la région, puisque ça déstabilise à la fois l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Turquie. Donc on se demande si finalement cette opération kurde n'est pas la continuation de Daesh par d'autres moyens, c'est-à-dire de déstabiliser les pays que je viens de citer. Si je vous ai bien suivi, monsieur de Soral, vous voulez dire que c'est un projet alternatif à Daesh? Je trouve que c'est la même stratégie, puisqu'en fait, si on réfléchit aux Kurdes, les Kurdes sont un peuple, mais ce n'est pas pour autant une nation. C'est un peu comme finalement les Juifs, qui sont un peuple, mais qui ne sont pas une nation. Et finalement, l'idée d'un Kurdistan libre dans cette région me fait penser un peu à un sionisme, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une sorte de sionisme kurde, et j'ai même voulu par les sionistes. J'ai l'impression que cette implantation de ce problème kurde au Moyen-Orient est un peu la continuation du projet américano-sioniste de ce qu'on appelle le redécoupage du Moyen-Orient, avec comme objectif terminal ce qu'on appelle le Grand Israël. Alors, vous voulez dire que maintenant, avec la tenue de ce référendum, on assiste déjà, désormais, en fait, dorénavant, disons-le plus tôt, au début, en fait, au commencement de ce projet qui consiste, comme vous l'avez dit, à remodeler la carte géographique du Moyen-Orient. Oui, c'est d'ailleurs de faire avec ce Kurdistan indépendant ce que les américano-sionistes n'ont pas réussi à faire avec Daesh, d'une certaine manière. Et on voit que quand Daesh s'effondre, finalement, le Kurdistan arrive comme ça, avec, par exemple, au moment du référendum, la présence très remarquable et remarquée de Bernard-Henri Lévy, vous voyez, qui pilotait un peu le référendum. Donc en général, quand Bernard-Henri Lévy prend parti pour quelque chose, c'est souvent qu'il y a les intérêts israéliens en jeu, et c'est en général que c'est pour faire du mal et de la destruction. Rappelons-nous de son implication en ex-Yougoslavie, et plus récemment encore, et plus dramatiquement encore, de son implication dans l'affaire libyenne. Et il avait dit que voilà, le Kurdistan irakien est le meilleur allié d'Israël. Oui, c'est un projet israélien. Et malheureusement, le pauvre peuple kurde, qui d'ailleurs n'est pas représenté par les leaders actuels du Kurdistan. Les représentants actuels du Kurdistan sont on va dire une fraction de cette diaspora kurde et ne représentent en fait une faction collée aux intérêts israéliens et subventionnée, financée par les Israéliens. Et malheureusement, les Kurdes dans leur ensemble vont sans doute pâtir de cette manipulation, comme ça a souvent été le cas dans leur histoire. Ils seront utilisés et finalement, ils seront châtiés et abandonnés par leurs manipulateurs israéliens, c'est assez certain. Et vous le dites, monsieur de Soral, il s'agit en fait là d'un projet américano-sioniste. Alors peut-on dire que, s'agissant du Kurdistan irakien, c'est le premier pas franchi dans ce sens, et dans le cadre de ce projet, ils ont en fait concocté, tissé des scénarios pour en fait d'autres endroits de la région, pour d'autres régions de pour d'autres pays de la région, par exemple la Turquie, l'Iran, la Syrie. Il peut en fait arriver le tour de ces pays-là également, si on laisse faire en ce qui concerne le projet du référendum dans le Kurdistan irakien, n'est-ce pas, M. Soral?
Oui, c'est là qu'on voit que c'est un projet profondément israélien, puisque le but d'Israël, en fait, est de régner sur cette région et d'en prendre le contrôle en cassant une à une les nations. Hein, pas seulement d'ailleurs la question palestinienne, mais en cassant les nations arabes, la Syrie, l'Irak, on voit bien chronologiquement hein, comment c'est passé, et le est le moyen effectivement de casser à la fois c'est simple, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Excusez du peu, ça fait quand même beaucoup de chaos. Mais la conséquence, c'est que ça crée une union sacrée contre ce projet israélien, qui n'est d'ailleurs pas totalement suivi par les Américains, qui s'en inquiètent un peu. C'est vraiment un projet, à mon avis, plus spécifiquement israélien qu'américano-israélien. Et du coup, ça a provoqué comme, par exemple, conséquence immédiate, un rapprochement très fort entre Erdogan et Poutine. Le résultat final risque d'être ça, de créer dans la région une union sacrée des Syriens, des Iraniens, des Irakiens et des Turcs contre cette manipulation israélienne. Vous l'avez en fait dit que voilà, les Israéliens travaillent en fait sur ce projet. Le régime israélien était le seul régime à avoir en fait soutenu publiquement, ouvertement de ce référendum au Kurdistan irakien. Mais comment peut-on expliquer cette opposition américaine à ce projet, à ce qu'il y ait, si vous voulez, ce référendum, à ce qu'il y ait un État kurde dans la région? Comment peut-on expliquer cette prise de position américaine? Parce que ce chaos régional qui va produire une union sacrée des pays que je viens de vous dire, en réalité, n'intéresse pas tellement les Américains. C'est surtout un projet, je dirais, israélien et une fuite en avant israélienne, surtout depuis que les Netanyahou a compris que Poutine, qui a longtemps joué un double jeu, ne choisissant pas, je dirais, entre ses amitiés pro-israéliennes et ses autres intérêts dans la région, il semble bien récemment que Poutine ait fait définitivement comprendre à Netanyahou qu'il ne lâcherait pas la Syrie et le débouché de la Russie sur la Méditerranée et qu'il ne lâcherait pas non plus l'Iran. Donc je pense que les Israéliens sont actés et sont dans une espèce de fuite en avant, et cette fuite en avant se traduit par cette option kurde, voilà. Mais cette fuite en avant israélienne ne correspond pas forcément aux intérêts américains, qui voient plutôt le danger que constitue cette opération. Donc je pense que cette opération de manipulation des Kurdes est plutôt le révélateur d'une angoisse israélienne et surtout d'une position israélienne qui n'est pas très forte finalement. C'est plutôt mauvais signe, je dirais, pour les Israéliens de s'engager dans une aventure aussi dangereuse et aussi risquée, qui risque à terme de se retourner contre eux, sans parler évidemment des pauvres Kurdes qui seront aussi les dindons de la farce et qui seront punis par tous les pays que je viens de citer. Ça commence déjà d'ailleurs par des boycotts économiques et ça va à mon avis s'aggraver pour eux. Une dernière question, M. Soral. En vous suivant, on arrive à cette conclusion que ces pays voisins, je parle de l'Iran et de la Turquie, et en quelque sorte de la Syrie et également du gouvernement central de Bagdad, le gouvernement central de Bagdad, ils ont fortement raison de mobiliser tous leurs moyens pour empêcher la réalisation d'un projet qui est, comme vous l'avez dit, purement israélien. C'est évident. Et d'ailleurs, il faut quand même pas oublier que même si Trump gesticule beaucoup, en réalité, ça correspondait d'ailleurs à son projet électoral, il voulait un peu lâcher Daesh et laisser finalement Poutine reprendre la main sur une région de toute façon qui est vouée à contrôler naturellement. Et en réalité, je ne suis pas sûr effectivement que les Américains soient très chauds pour suivre les Israéliens dans cette aventure. Hein. Il faut aussi prendre ce paramètre-là. Trump, même s'il est l'otage, on va dire, de l'État profond américain et du lobby militaro-industriel, qui est également très lié aux intérêts israéliens, Trump lui-même n'est pas du tout très chaud pour se réengager dans cette région quand on voit ce qu'a coûté à l'Amérique la guerre d'Irak. Vous voyez, donc en réalité, les Israéliens dans cette affaire sont assez isolés, hein, et c'est assez bon signe d'une certaine manière. Ils sont dans une fuite en avant de plus en plus gênante pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire autre que les Israéliens à court terme, hein, parce que même pour les Kurdes, c'est se mettre à dos tous les pays de la région,
rappelle qu'ils sont effectivement sur les territoires de ces pays, et que les Kurdes, s'ils constituent un peuple, n'ont jamais constitué une nation, et qu'il n'y a pas, je dirais, de projet kurde unifié. Les Kurdes sont sous dépendance de différents pays, et là, c'est la petite partie des Kurdes qui sont affiliés et vendus aux Israéliens qui simule l'idée d'une unité kurde sur ce projet de Kurdistan libre. Vous voyez, en réalité, les Kurdes de Turquie sont plutôt inquiets, les Kurdes de Syrie aussi, les Kurdes. C'est un projet qui en fait est très dangereux pour le peuple kurde, je dirais.